Vous a-t-on déjà diagnostiqué une hernie discale? A-t-on fait une IRM pour vérifier son étendue? Et surtout, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'elle est toujours là? A-t-elle disparu comme par magie ou bien s'est-elle aggravée? Aujourd'hui, dans le temps d'un lapin, on va s'intéresser à ce que devient une hernie discale après une IRM. Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Marie. Bonjour Vincent. Aujourd'hui Marie, tu voulais nous parler d'un sujet qui t'a beaucoup intéressé ces derniers temps. Tu vas nous parler du devenir d'une hernie discale. C'est ça, j'ai essayé à plusieurs reprises de préparer des patients pour lesquels une imagerie était prévue pour des douleurs lombaires, des patients que je recevais déjà, de leur expliquer qu'une partie des signes qu'on allait trouver n'était pas forcément en lien avec leur douleur et surtout ne nécessitait pas forcément qu'ils s'inquiètent. J'ai aussi eu l'occasion de parler des hernies discales qui, pour certaines, à ma connaissance, peuvent se résorber spontanément. Et j'ai eu, à plusieurs reprises, un retour du patient à qui on a dit « Non, non, les hernies ne se résorbent pas ». Alors j'ai voulu vérifier, du coup, si ce que je racontais, c'était complètement absurde ou si finalement il y avait un fond quand même scientifique à cette allégation. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors j'ai choisi 2 articles, de 2017 et 2019. J'ai choisi un article très général qui est une revue systématique et méta-analyse et puis j'ai trouvé une étude rétrospective sur quelques cas, mais dont je trouve les résultats très intéressants et je voulais vous en parler. Ce phénomène de résorption de la hernie discale, c'est quelque chose de récent, de nouveau, ou bien est-ce qu'on en a déjà parlé par le passé? Alors écoute, moi j'ai été relativement surprise parce que les 2 études, dont je vais parler ensuite, elles citent la première constatation, scientifique d'une résorption spontanée de hernie qui aurait eu lieu en 1945. Alors c'est pas tout récent du coup. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette méta-analyse et de ses conclusions? Oui, c'est une méta-analyse par Zong de 2017 qui a été publiée dans la revue Pain Physician. Alors, on a coutume de dire que c'est le plus haut niveau de preuve au niveau de la littérature scientifique, puisque elle va compiler les données de plusieurs études différentes et puis elle va analyser et faire des recoupements de l'une à l'autre. Cette étude, elle s'est intéressée à la résorption spontanée des hernies discales lombaires constatées dans des études qui proposaient un suivi de la douleur lombaire, notamment via IRM. Et dans lesquels seul un traitement conservateur a été proposé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de chirurgie mise en place. D'accord, donc les traitements qui n'auraient pas fait disparaître la hernie, C'est ça, entre guillemets, en théorie, c'est ça, ouais. où il n'y a aucune intervention extérieure pour faire disparaître la hernie par chirurgie comme on peut le faire régulièrement. C'est ça, il n'y a pas d'intervention mécanique sur la hernie en elle-même, hein. C'est tous les traitements hors chirurgie potentielle. Ils ont écrémé beaucoup parce que ils ont trouvé 475 études au démarrage pour n'en garder que 11, qui finalement n'étaient que des études de cohorte. Donc les études de cohorte, c'est on sélectionne une population qu'on va suivre sur un temps donné. C'est pas un essai randomisé contrôlé, c'est ce que les auteurs déplorent parce que ça aurait été encore de plus haut niveau en termes de qualité. Et ces 11 études, elles s'étalent entre 1992 et 2010. Et tu sais quel niveau de preuve ils ont retenu pour les études? Alors oui, la fiabilité de ces études, elle a été vérifiée par le biais d'un questionnaire qui s'appelle le CADAS-2 et qui permet de s'assurer que la méthodologie est la meilleure possible pour pouvoir utiliser les données. Pour les auteurs, c'est 11 études qui n'ont que peu de risques de biais. Par contre, ils soulignent le fait que eux n'ont pas pu maîtriser l'éventuelle existence d'un facteur de confusion en amont. Et donc les auteurs ont trié un certain nombre d'études et quels sont les résultats qu'ils ont obtenus? C'est très intéressant, forcément, parce que ça va dans mon sens, ça flatte mes biais. Sur les 11 études, on a un total de patients examinés de 587. Des patients qui présentaient une hernie discale lombaire. Et pour 380 d'entre eux, cette hernie s'est résorbée dans le temps de suivi. Le temps de suivi, il s'est étalé entre 6 et 56 mois. J'ai pas le détail, je suis pas allée creuser étude par étude du temps et du moment auquel les hernies ont été constatées résorbées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, eh bien là, on est à 66,6% des patients
concernés qui ont vu leur hernie se résorber. Ils ont précisé les chiffres en fonction des études. Les chiffres s'étalent de 34% sur une étude italienne, une soixantaine de pourcents sur les études du Japon et, impressionnant, 83% sur une étude qui a été faite au Royaume-Uni. Ils ont attribué cette différence peut-être à la qualité du système de santé. Là, moi, je saurais pas juger, mais en tout cas, ce que je garde, c'est l'idée que effectivement, et ce chiffre est assez important, même si finalement la revue, elle ne concerne pas un grand nombre de patients, on a quand même effectivement 67% d'entre eux, si on arrondit, qui ont vu leur hernie se résorber. Et du coup, ça veut bien dire que une hernie discale, ce n'est pas une fatalité. Même si on n'intervient pas chirurgicalement dessus, il est tout à fait possible qu'elle se résorbe. Alors évidemment avec des taux qui sont potentiellement variables, il faudrait voir les déterminants de cette résorption, mais en tout cas, c'est une possibilité. On est d'accord que les patients qui ont été recrutés pour ces études ont tous eu une IRM parce qu'ils présentaient une douleur lombaire, voire une douleur lombaire irradiante dans un membre inférieur. Est-ce qu'on est dans un cadre pathologique ou bien est-ce qu'on a pris des patients, enfin on a pris des gens, on leur a fait faire un IRM à la façon de Brin-Mickey et on a gardé ceux qui avaient une hernie, on a regardé comment évoluait cette hernie. Alors, eh bien écoute ça, il faudrait aller voir les études dans le détail. A priori, dans chaque étude, les patients ont reçu un traitement. Ça veut D'accord. dire qu'il y avait une symptomatologie, mais c'est tout ce que je pourrais te dire là en l'état. Parce que si tu regardes les termes de recherche au niveau de la revue, ils ont quand même cherché des choses assez larges comme la hernie, traitement conservateur certes, mais aussi régression spontanée, résorption, absorption. Donc on pourrait imaginer que potentiellement on pourrait s'intéresser aux patients qui sont pas symptomatiques, mais là j'ai l'impression que c'est pas le cas puisqu'ils ont tous été traités. D'accord. Et donc on pourrait quand même citer la conclusion de cette méta-analyse qui dit que le traitement conservateur devrait être le premier choix de traitement pour une hernie discale lombaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de rappeler aux patients, peut-être aussi aux médecins et aux kinés, de se dire que pour les kinés, il faut qu'on ait confiance dans nos prises en charge, parce que si la hernie est effectivement problématique, il y a des chances pour qu'elle évolue plutôt favorablement, donc ça doit nous rassurer, mais aussi pour le patient qui ne doit pas s'inquiéter outre mesure. Alors, on est encore sur des statistiques qui sont parfois conflictuelles, mais ne serait-ce que un tiers de chance que la hernie se résorbe, c'est déjà énorme par rapport au potentiel risque encouru par une chirurgie du rachis. Pour moi, ça doit vraiment être intégré dans la balance bénéfice-risque et dans l'idée que, hors cas spécifique avec pathologie grave identifiée, le choix du patient, il est très important au regard des différentes données qu'on peut avoir et du fait que c'est une possibilité. La kinésithérapie, c'est pas un traitement par défaut de la hernie discale en attendant la chirurgie, elle peut suffire à accompagner le patient le temps de la résorption. Et que nous dit le second article que tu as retenu ? Alors moi j'ai retenu un article de El Colli de 2019 dont j'avais vraiment envie de vous parler parce que la lecture m'a beaucoup intéressée. Alors c'est une étude rétrospective, c'est-à-dire qu'on a pris des dossiers a posteriori et on les a analysés, qui portent pas sur un grand nombre de patients, elles portent sur 9 patients seulement, mais ils sont très intéressants parce que ces 9 patients, c'est des patients qui ont consulté dans une clinique chirurgicale pour des symptômes de lombalgie avec sciatique, donc irradiation dans le membre inférieur, à qui on a proposé une chirurgie et qui ont refusé cette chirurgie. Donc c'est des patients pour qui il y avait une indication chirurgicale. C'est une étude qui a été réalisée dans une clinique chirurgicale entre 2016 et 2018. Ils ont reçu 933 patients. Sur ces 933, il y en a 289 qui ont reçu le diagnostic de hernie discale lombaire et qui ont été orientés vers une chirurgie. Et sur ces 289, il y en a 9 qui n'ont pas voulu. Ces 9 patients, 6 hommes, 3 femmes, moyenne d'âge 39 ans, avaient des troubles sensitifs chez 5 sur 9 d'entre eux, aucun déficit moteur, et donc ils souffraient du dos et d'une douleur irradiante dans la jambe. Il y en avait 5 qui avaient une hernie de taille importante et 4 qui avaient une petite hernie. Et donc ces patients, alors ces 9 patients, bon j'étais un peu déçue à la lecture mais tant pis, ces 9 patients ils ont reçu le même traitement conservateur du coup en attendant, repos au lit, traitement médicamenteux avec anti-inflammatoire et rééducation. Oui, c'est assez intéressant comme traitement. Par contre, ça fait un peu retour vers le futur. C'est une étude rétrospective, mais sur 1978. On va pas trop en demander Vincent.
Tu sais, dans la méta-analyse, il disait que l'IRM est un excellent outil de suivi des pathologies douloureuses lombaires. Donc, c'est pas beaucoup mieux. Eh oui. Bon, en tout cas, ces patients-là, ces 9 patients, parce que pourquoi ils nous intéressent? Ils ont été suivis pendant 18 mois. Ils ont eu un IRM à 4 mois, puis tous les 2 mois. Donc comme ça, la hernie, on pouvait pas la louper, on allait exactement savoir qu'est-ce qu'elle allait devenir. Bon. Je vous rappelle, c'est 9 patients à qui on a dit que la chirurgie était indiquée. Eh bien, 100% de ces patients ont vu leurs symptômes se résoudre pratiquement complètement, à part 2 qui ont gardé une petite sensibilité un peu diminuée, mais qui sont contents du résultat. Et cet arrêt des symptômes, il a eu lieu sous 3 à 8 semaines maximum. Donc déjà, c'est plutôt très favorable et très intéressant pour des gens à qui on a dit quand même que la chirurgie était la solution. Mais en plus de ça, les 9 patients ont vu leur hernie se résorber entre 4 et 14 mois. Le temps moyen de récupération complète, il est à 5,7 semaines. Le temps moyen de résorption de la hernie, il est à 8,7 mois. Ce qui est quand même assez étonnant dans cette étude, c'est qu'ils ont fait un suivi pendant 18 mois, qu'ils ont fait passer un IRM 4 mois après le début de la prise en charge, et qu'ensuite ils ont fait un contrôle, encore une fois, IRM, tous les 2 mois. Ce sont des examens qui sont quand même coûteux, et c'est un suivi qui voulait vraiment rien rater, hein. Bah, en fait, quand j'ai lu initialement, ça m'a surprise parce que je me suis dit, bah, en fait, c'est une étude prospective. Ils ont choisi des patients en amont et ils ont fait des IRM réguliers. Et en fait, non, c'est bien une étude rétrospective. Alors du coup, je pense que c'est peut-être une limite de cette étude, c'est que j'ai l'impression que peut-être l'équipe en question, elle est relativement interventionniste et que si spontanément et pas dans un but de recherche, ils proposent une chirurgie à des patients et qu'ensuite ils les font revenir à 4 mois, puis tous les 2 mois pour vérifier, je me demande s'il n'y a pas des motivations financières dessous. Je sais pas, je peux pas savoir, mais je trouve ça effectivement un peu beaucoup. C'est là où il faudra peut-être nuancer les résultats parce que justement, moi je vous parle d'indication chirurgicale, mais forcément si on est dans un contexte où la chirurgie est proposée presque en faisant du forcing, bon bah c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on pourrait voir dans d'autres contextes. Alors, soyons d'accord, chers patients, n'allez pas demander à votre médecin de vous prescrire une IRM tous les 2 mois. Déjà, il sera pas d'accord. Et ça a quand même assez peu d'intérêt. Oui. Puisque finalement, ce qui compte, c'est quand même les symptômes. Parce qu'à contrario, on a quand même plein d'exemples de patients, et notamment dans ces études, où les symptômes ont complètement régressé avant que la hernie, que l'anatomie ne se soit réparée ou consolidée. Ben, c'est ce qui se passe ici finalement, parce que les patients récupèrent sous 6 semaines en moyenne et de façon quasi complète, alors que la hernie se résorbe pendant 9 mois. Ça veut dire que finalement, il y a quand même un peu plus de 7 mois en moyenne hein, pour ces 9 personnes, pendant lesquelles la hernie est toujours visible à l'IRM, alors que les gens n'ont plus mal. Donc, faut l'infiltrer. Non, parce qu'elle s'infiltre toute seule. Tu vas voir, il y a un truc en plus dans cette étude que je trouve intéressante, c'est que on entend souvent des gens revenir en disant là j'ai une grosse hernie, elle écrase tout, ça va pas du tout. Et en fait, dans cette étude, ils ont trouvé une différence significative dans la durée de résorption des hernies en fonction de leur taille. Et bizarrement, les hernies qui se résorbent le plus vite, ce ne sont pas les petites hernies, ce sont celles qui sont plus importantes. Alors, on est sur une étude sur 9 patients, on est d'accord, hein. On est d'accord. Sur les petites hernies, on est à une moyenne de résorption de 11 mois, quand sur les grosses hernies, on a une moyenne de résorption de 7 mois. Et a priori, d'après l'étude, ça a déjà été constaté ailleurs, donc il faudrait aller vérifier, parce qu'effectivement, là, il n'y a que 9 patients, donc c'est 4 et 5, c'est pas très solide. Effectivement, c'est une notion qui me parle. Ouais, tu l'as déjà entendu toi aussi. C'est pour ça que je voulais vous en parler de cette étude, parce que même si on peut pas tirer de conclusion qui soit applicable à l'ensemble de la population, on a quand même 2 éléments qui sont assez importants et très intéressants. C'est non seulement elle récupère chez des patients pour qui on avait une indication chirurgicale, attention peut-être chez des fanas du bistouri, que ces personnes ont récupéré beaucoup plus vite
que la hernie ne s'est résorbée, mais que dans tous les cas, elle s'est résorbée, et qu'a priori, plus elle est grosse, mieux elle se résorbe. Évidemment, hors cas très particulier et beaucoup plus rare que ce qu'on pourrait imaginer. Ouais. Il me semble que c'était Wim qui nous en avait parlé de The bigger the hernia, the faster it resolves. Du coup, ça veut dire qu'on peut retrouver le papier. Il est cité, hein. On est sur quoi? On est sur 2002 et 92. Oui, bah, faut pas trop leur demander. Non, mais ça, c'est assez rigolo, hein. Tu sais, c'est comme l'article de 87 qui dit que faut qu'on arrête de soigner les radios et qu'on soigne les patients. En tout cas, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'il semblerait qu'on a des pistes, des preuves qui nous montrent qu'une hernie peut se résorber spontanément, sans aucune intervention extérieure, et qu'elle peut guérir sans avoir besoin de la chirurgie. Et donc, voilà. En termes de balance bénéfice-risque, on ne fait pas courir un risque majoré si on propose aux patients d'attendre un petit peu avant de procéder à une éventuelle chirurgie. Voilà, hormis sur des signes d'urgence particuliers, en effet, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des hernies qui existent sans être douloureuses, que les symptômes passent parfois plus vite que la hernie ne se résorbe, donc encore une fois, la douleur est vraiment un phénomène qui est multifactoriel. Finalement, encore une fois, on ne soigne pas une radio, on soigne une personne, et que c'est ce que la personne va vivre au quotidien qui va être le plus important, c'est les répercussions cliniques potentielles qui sont importantes. Quel type de douleur, quel type de handicap, quel type d'évolution, et que finalement une douleur qui évolue positivement, malgré la présence d'une hernie, c'est un bon pronostic. Ces hernies qu'on découvre alors que la douleur évolue, eh bien elles sont à remettre dans le contexte et elles ne devraient pas, outre mesure, inquiéter les patients et les professionnels. Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt sur le temps d'un lapin.